Bonjour, bonjour. Oui, Merci de m'inviter. qui est en rouge. Je suis visible? Voilà. Ouais, regarde là, sur le Euh, dernier de la photo là. Oui, je suis ici. Oui, Oui. toi tu es là. Mais là où je mets le doigt, en rouge. Euh, je vois en rouge, il y a Pierrot Cao qui est à gauche. Ouais. Il y a Bla, il y a Ox, Hop, Manu, Manu, Kloski, Nina et toi. Voilà. Nina et moi. Voilà, Donc c'était là, vous avez le groupe des frères Ripoulin. Vous les voyez en action là, puisque ce qui va les caractériser, donc je vous parlais de cette idée du punk, ce sont ceux qu'on va aborder en premier, des peintures sur affiches qui vont se déployer dans tout Paris dans le cadre d'actions qu'ils vont appeler les prises. Alors, tu nous racontes? Alors, à cette époque-là, le groupe avait commencé à avoir une audience de bonne qualité, hein. Nous étions déjà logés chez Actuel, au 33 rue du Faubourg Saint-Antoine, grâce à Jean-Marc Patras qui avait convaincu Jean-François Bizot de nous loger au rez-de-chaussée dans un atelier qui était absolument magnifique. Et donc, nos affichages hebdomadaires avaient créé un engouement, un support de presse Alors, qui était oui, mais est-ce conséquent. que tu peux nous dire ce qu'étaient ces affichages? Alors, les affichages, c'était très simple. C'était 4 laits de 1 mètre par 3 Voilà. peintes sur papier craft, qu'on collait sur les panneaux d'affichage Giraudy, Dauphin et autres compagnies d'affichage qui avaient un réseau qui était déjà extrêmement développé en France. C'était d'ailleurs, je pense, un des plus principaux réseaux de communication avec la publicité télévisée. Et donc, on avait la possibilité, on s'était octroyé la possibilité, la liberté de parasiter leur affichage, ce qui n'avait été jamais vu auparavant, puisque même les politiques ne l'avaient jamais fait, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez décidé de faire des interventions qui étaient hors du musée, qui étaient aussi des investissements sauvages de l'espace public et de l'espace commercial. Donc, c'est aussi une position politique en regard à cet espace commercial, avec des œuvres qui n'étaient pas à vendre, puisque c'était des œuvres sur papier, enfin sur papier d'affichage, qui après avaient vocation à être détruites. Exactement. On n'avait absolument aucun état d'âme concernant la durée. Par certaines affiches pouvaient durer un mois, certaines pouvaient être retirées dans la journée ou dans l'heure. On s'en moquait totalement. Ce qui comptait, c'était l'énergie. Alors, probablement que c'était dû aussi à la culture du groupe, enfin des groupes, de l'ambiance qu'il pouvait y avoir aux arts décoratifs, où on était extrêmement dynamique, et c'était lié aussi à la musique. La musique était très, très importante. Et on verra que la musique était importante pour Hervé Di Rosa, Combas, Oui, oui, etc. oui, 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 tout à fait. Et pour nous aussi, hein, on peignait en musique, on peignait pour la musique, et probablement que l'atelier était aussi un lieu, je dirais, d'expression musicale. C'est probablement pour ça d'ailleurs que les Ripoulins se sont comportés comme un groupe de rock. Oui, absolument. Et donc, ces affichages, vous les faisiez dans tout Paris et vous les avez parfois organisés avec d'autres groupes d'artistes. Oui, alors on avait des partenariats d'admiration finalement. C'était pas, on pouvait pas penser que c'était de l'opportunisme. Il n'y avait pas de calcul opportuniste par rapport à ça. C'était vraiment l'énergie qui nous préoccupait. Il fallait que ça soit beau, il fallait que ça claque, et il fallait que le moment de réalisation des peintures soit intéressant. Et là, on n'était pas capable de penser de façon stratégique. D'ailleurs, la carrière d'Éric Poulain le montre bien. On a été tout à fait contraire aux principes Oui, élémentaires de oui, la oui, stratégie. absolument. Mais alors, tu peux nous dire, par exemple, avec qui vous avez procédé? Il y a eu une fois jusqu'à 40 Oui. artistes qui ont Alors, fait l'opéra. je ne sais plus comment l'idée est venue, mais en tout cas, on a décidé, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de panneaux d'affichage avenue de l'Opéra dans tout le quartier, et on a décidé de monter un coup de commando. À cette époque-là, il y avait Kissaring qui était à Paris, il y avait Donald Bechler, il y avait d'autres camarades qui venaient de New York, donc c'était après notre exposition à New York. Ouais, je crois qu'il y avait Et aussi les musulmans fumants et les 10-10.
Voilà. Donc, on s'est dit, bah, il y a une mouvance, autant faire une exposition à l'extérieur. Et là encore, on n'était pas conscient de ce qui se passait dans les musées. On connaissait Beaubourg, on allait à Beaubourg, effectivement. Mais moi, je me souviens à la même époque, Pierre Cabane qui me posait la question de savoir quel est l'aspect du nouvel accrochage de Beaubourg. Mais j'étais pas capable d'analyser ça. Je savais pas encore très bien qu'est-ce que c'est qu'un conservateur. Et donc, on s'en foutait. Et là, on a décidé d'utiliser la rue comme lieu d'exposition. On avait les plus beaux endroits pour montrer nos peintures, et donc il fallait qu'on puisse compléter, qu'on envahisse ce quartier de l'avenue de l'Opéra, qu'on a dû faire ça un dimanche matin, je pense, et ça a très bien fonctionné. Et donc, ces peintures, pour expliquer plus précisément au public, ce n'étaient pas des peintures collectives. Chaque membre du groupe accrochait et collait sa propre peinture. C'est un des paradoxes d'Éric Poulain, c'est qu'on était un groupe, enfin moi j'ai toujours utilisé la métaphore, on était comme des chats autour du frigo. C'est-à-dire qu'au moment où ça s'ouvrait, il y avait beaucoup de monde, et au moment où ça se fermait, chacun retournait à ses pénates. Il y avait quelque chose comme ça d'entrée et de sortie, mais on était extrêmement capable, très fort pour se synchroniser correctement au moment où il fallait passer à l'action. Donc, effectivement, chacun faisait ses peintures de 4 mètres par 3. Hein, c'est quand même une taille. C'est assez audacieux de s'attaquer à un grand format. Et pour cela, Jean Faucheur a montré l'exemple. Hein. C'est Jean Faucheur qui a initié tout ça avec ses premiers affichages sauvages 2 ans auparavant, qui était un autre moyen, enfin une astuce qu'un artiste pouvait avoir pour ne pas être dépendant du réseau de cooptation ou de choix des musées et des institutions publiques. Oui, tout à fait. Jean-Marc Patras m'a raconté cette anecdote assez amusante du fait qu'il arrivait de la banlieue ouest en voiture, il est passé sur les quais de Seine et il a vu un panneau d'affichage avec une œuvre de Jean Faucheur. Et Jean Faucheur avait mis, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas beaucoup de moyens de se joindre. Et donc, il avait mis son numéro de téléphone sur le panneau d'affichage. C'est comme ça que Jean-Marc Patras l'a rencontré et puis que plus tard, le lien s'est fait avec les frères Ripoulin. Et alors, tu parlais tout à l'heure du fait que vous agissiez un peu comme un groupe de rock, mais vous étiez aussi parfois à faire des actions dans des boîtes comme le Palace ou alors à intervenir dans le cadre de concerts, notamment les Psychedelic First. Enfin, peut-être tu peux nous raconter. Excusez-moi. Donc, effectivement, on avait de la presse. Et donc, en ayant de la presse, ça faisait qu'on était invité au Bain-Douche, au Palace, au Rex. On a même fait un concert au Rex sans savoir jouer. Et donc, on avait cette capacité d'être invité un peu partout, ce qui nous permettait de rencontrer du monde, de fréquenter des gens qui étaient intéressés, des collectionneurs aussi, et ou des gens de la mode, ou des gens qui pouvaient s'intéresser à l'art. Et c'était un excellent tremplin qui permettait de se rencontrer énormément de monde. Moi, je me souviens pour les concerts. Alors là, pendant les concerts, notamment pour les Psychedelic First, on travaillait ensemble sur la même surface. Et ça pouvait poser des problèmes. On pourra le voir d'ailleurs sur l'exposition qui a lieu à Calais. Il y a une cartographie de la grande peinture de Willem et Johanna Spertra. Oui, alors ça, je vais vous la mettre à l'écran. On peut d'ailleurs en parler puisqu'on allait en parler. Donc ça, c'est une grande œuvre collective qui a été réalisée par justement tous les artistes du groupe des frères Ripoulin. Voilà. Alors, c'est une peinture qui fait 4 mètres par 8, qui avait été commandée par un grand magasin. Et donc, cette peinture, il fallait choisir les places. Et on ne procédait pas de façon traditionnelle avec des maquettes dans lesquelles on positionne des choses ou d'autres. Non, on le faisait un peu au tracé, au jugé et à la négociation sur place. Là encore, le groupe n'était pas un endroit extrêmement souple psychologiquement. C'était des régimes de tension comme on peut trouver dans les groupes de rock'n'roll. Alors, après le groupe, qui a fait de nombreuses actions et expositions ensemble, il y a tes peintures, les tiennes, de cette époque-là. Donc, il y en a deux. En voici une en bleu, l'autre
en rouge. Alors, on y voit des petits shadows, des personnages, peut-être Crazy Cat, peut-être tu vas nous en parler un petit peu. Donc, ça, c'est les peintures que tu peignais à l'époque. Alors, déjà à l'époque, je m'intéressais aux sciences et à des idées un peu On va y cosmiques. revenir, oui, oui, oui. Et donc, moi, je cherchais à cette époque-là à faire une peinture qui puisse être scientifique et psychédélique. Et en réalité, pour moi, les Ripoulins, c'était vraiment un banc d'essai. C'est-à-dire qu'on avait quitté les arts déco. Et à ce moment-là, c'était un endroit où on mettait à l'œuvre un certain nombre d'idées qu'on n'aurait jamais pu mettre à l'œuvre à l'école. Et donc, cette peinture, bah, je la voulais sauvage et psychédélique. Et c'est pour ça que sur la peinture bleue, on peut voir des galaxies, des morphologies spiralées, voilà, des traces avec des personnages dedans qui représentent les différents espaces dans lesquels on peut se situer et dans lesquels on puisse observer le cosmos. En gros, c'est une peinture d'astronome. Alors, c'était ça que je cherchais à faire à l'époque. Et notamment là, l'autre peinture correspond à une prise d'acide au Maroc. Voilà. Avec des petits shadows. Voilà, parce que je voyais des petites créatures. C'est en gros, quand je prenais des produits psychédéliques, c'est Nina qui m'a sauvé une fois des produits psychédéliques qui a fait vraiment du mal à tout le monde. Nina, c'est Nina Childress. C'est la fille Childress. du groupe là, que vous voyez ici avec son petit maillot rouge et blanc, qui leur a dit, vous les garçons, c'est pas très bien, vous prenez trop de trucs, il va falloir se calmer. Ouais. Ce qu'elle dit aujourd'hui à ses étudiants, puisqu'elle est prof aux Beaux-Arts et qu'elle leur a interdit même la cigarette. Voilà. Donc, un jour, elle m'a retiré un produit de la bouche en me disant, tu es tombé dedans quand tu étais petit, tu ne le prendras pas. Et ça m'a fait un grand bien parce qu'effectivement, le produit n'était pas bon. Donc, je fonctionne un peu avec mon imaginaire. Et voilà, donc c'était un lieu d'imaginaire et un lieu dans lequel on essayait des choses. Et c'était extrêmement intéressant parce qu'on voyait plein de circulations, mais c'était le manège enchanté. Mais simplement que le manège enchanté, parfois, il tournait vite. Alors, ça tournait vite comme à la Cité de la Mode et de la Dentelle, outre des tableaux et des sculptures, on a mis des éléments de mode qui, évidemment, ont un lien avec ce musée. Et là, donc, on peut voir ta veste électrico-rubo-nucléaire, Voilà, tu peux nous raconter déjà comment tu l'as faite? Est-ce que tu l'as portée? Ouais, alors ça, c'était un cadeau que j'avais fait pour mon cousin qui passait son internat à l'époque. Et donc, autant moi, je m'amusais énormément et je voyais le malheureux qui était en train de trimer, en train de préparer son internat. Et je me suis dit, il faut un très, très beau cadeau, quelque chose de somptueux et d'unique. Je vais lui faire une veste qu'il pourra porter en allant à la fac. Et donc, c'est pour ça que ces résonances magnétiques nucléaires, c'est déjà mon intérêt pour les sciences. J'étais fasciné par cette capacité que l'on a de pouvoir orienter les atomes du carbone et de l'azote qui nous constituent pour pouvoir faire des images. Parce que la résonance magnétique nucléaire a cet intérêt de produire des images. Déjà, je m'intéressais à cette époque à la façon dont on produit d'autres images autrement. Oui, alors il faut dire que ça, c'est une veste que tu as faite pour ton cousin, mais que là, on en a quelques exemples. Oui. À l'époque, les Ripoulins et beaucoup d'artistes, Kissaring, etc., portaient des blousons en cuir ou en jean qu'ils peignaient et qui peignaient à leur couleur. Mais alors toi, tu avais tenu, en revanche, à garder, on le voit là, hein, côté Neuilly, BCBG, une tenue beaucoup plus classique qui était tout à fait... à l'encontre des attitudes que tu pouvais prendre et qui étaient beaucoup plus punk et du jeu que tu menais en tant qu'artiste. Oui. Que tu continues à faire d'ailleurs. Merci. C'est le rapport du fond. Enfin, en réalité, c'est une sorte de rapport sur le fond. C'est-à-dire que là, autant sur une œuvre, je suis toujours très soucieux du rapport du fond et de la forme, autant je trouve que de façon démocratique, d'une certaine manière, la folie, elle doit pas apparaître, enfin la bizarrerie ne doit pas apparaître, peut-être par discrétion, peut-être par timidité, ou peut-être aussi parce que c'est très intéressant d'être complètement barré et de ressembler à quelqu'un de normal, quoi. C'est-à-dire que la folie... On a l'impression qu'on se fonde dans la foule. Voilà, on se fond dans la foule. Mais j'en veux pour preuve, il y avait un truc rigolo à l'époque des Ripoulins, c'est que tout le monde portait ses couleurs. Ils étaient magnifiques, ils avaient de l'allure. Parfois, ça faisait peur, alors que vraiment, il n'y avait pas un seul méchant. Probablement que c'était encore moi le plus agressif dans la bande. Mais si Pierre, il était pas mal.
Pierre Pierre Huyghe, Huyghe. il avait fait, Pirocao. je me souviens qu'il venait avec des perruques de Beatles et des attelles de polio. Et c'était quand même le plus beau punk à l'époque. Il avait un groupe avant qui s'appelait Arthros. Rappelle-nous son surnom punk. C'était Pirocao. Voilà. Et donc, il était magnifique, mais il avait vraiment compris l'esprit du temps. Là, il était très adéquat et il allait plus loin que les autres. Il arrivait à faire des choses, il avait bien ressenti quelque chose d'important. Et donc, on était dans le métro et à un moment, il y a des flics qui font un contrôle d'identité. Ils arrêtent tous mes camarades, ils me laissent passer. Et Crasse-Cambouis, non? Ah oui, il y avait Crasse-Cambouis, oui. Parce que Pirocao, c'est gentil. Oui, Crasse-Cambouis, c'est un peu plus punk. Arthros-Cambouis, peut-être. Oui, mais il y avait Crasse, effectivement. Voilà, et Arthros Cambouis, oui, maintenant je m'en rappelle, effectivement, tu as totalement raison. Et donc, mais il était vraiment, lui, il respectait le fond et la forme, hein, parce que ça déplaisait à beaucoup de gens. Mais il était vraiment magnifique. Et donc, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est toujours sur la question de l'aspect, c'est de ne pas afficher ce que l'on est. Peut-être pour avoir la paix et la possibilité aussi de faire les choses, quoi. C'est-à-dire que encore récemment dans le métro, j'étais en train de coller des choses avec des logos RATP, mais qui sont des QR codes qui indiquent qu'ils font autre chose. Il y a quelqu'un de la RATP qui m'arrête mais moi je lui dis, mais monsieur, je suis de la RATP. Et puis on me demande pas mon tag. Voilà. Et je colle le truc. Il y avait interdit de fumer, RATP plus un QR code. C'est-à-dire que le fait d'être assez discret en termes d'aspect, paradoxalement, porter ses couleurs comme un Hells Angels, comme un rocker, c'est pas mal non plus. Mais moi, je savais pas le faire parce que j'avais toujours l'impression de mentir. Alors, dans vos tenues ou pas dans vos tenues, la photo que l'on voit ici, c'est une intervention que vous avez faite pour Canal+. Tu nous racontes? Alors ça, c'est une super belle aventure. Parce qu'en réalité, ces 5 années sont vraiment des années qui ont été, tout à l'heure, je parlais d'un manège enchanté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'accélération, un endroit dans lequel il y a plein de connexions, ça tournait et ça provoquait des connexions. C'était extrêmement riche, des bonnes choses, des mauvaises choses, mais c'était riche. Et là, un jour, Michel Royer, qui est documentariste, qui a été producteur aussi, vient nous voir. À l'époque, il avait les cheveux multicolores, je crois que c'était bleu, blanc, rouge, un truc comme ça. Il signait Royer, roi des yéyés. Et il vient avec une valise dans laquelle c'est le schéma de la Villette, des halles de la Villette, dans lequel il y a une exposition. Et moi, j'y crois pas. Il déploie sa valise, il nous montre, il dit, vous serez là. J'étais bluffé, quoi. Je me dis, c'est quoi ce type? Et finalement, cette exposition, qui s'appelle Les Allumés de la télévision, il la conçoit, il a l'argent, les halles de la Villette venaient juste de commencer, donc c'était vraiment une opération de pionnier. Et ce qui se passe, c'est que nous, on choisit les animaux du monde, puisque nous sommes 7. Donc, moi, je choisirais des mouches, il y aura des lapins, il y aura des moutons, il y aura un cochon. Et naturellement, on a eu des problèmes avec les départements, enfin les associations de protection des animaux. Ouais, les administrations vétérinaires. Carrément plus le faire. Hein. Là, Michel Royer a été magnifique. Il est allé les voir et il s'est engagé tous les matins à nourrir les animaux et à les traiter correctement. Donc, ça a été vraiment très bien. J'étais très, très content de cette exposition parce que là encore, comme l'exposition de l'opéra, ça a été un moyen de se connecter les uns aux autres et de rencontrer beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ça aura eu une implication sur mon destin d'artiste ultérieurement. Et donc, non seulement l'exposition était extrêmement bien conçue, généreusement produite, très sérieusement pensée, et vraiment tout le monde était content. Voilà, et alors, donc, il y avait vos vaches cochons, etc. Mais toi, tu avais fait un accélérateur à mouches. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, c'était un volume cylindrique avec des rayures longitudinales dans lesquelles il y avait des ventilateurs et il y avait un élevage de mouches qui rentraient et qui sortaient par différents conduits et qui pouvaient voler dans cet environnement elles avaient de l'eau sucrée pour pouvoir survivre. Et donc, j'en ramassais quand même quelques-unes de crevées parce que ça dure pas longtemps les mouches, donc il fallait qu'elles se reproduisent quand même. J'essayais de maintenir les conditions.
Et donc, cet accélérateur de Bush, en réalité, était un accélérateur de particules. Voilà, tout simplement. Et je considérais que les mouches étaient des particules et les interactions sexuelles des mouches, leur capacité à se reproduire, étaient le moyen de pouvoir créer de nouvelles mouches, c'est-à-dire de nouvelles particules. Et parce que c'était les animaux du monde, donc il fallait que je trouve une version d'une éthologie, un récit éthologique étrange. Les animaux du monde, c'était d'ailleurs une émission de la télévision à l'époque, Voilà, effectivement. à laquelle vous faisiez un petit peu allusion. Alors, on parlait donc de cette exposition de Canal+, où il y avait d'autres artistes, de vos affichages et des prises. Et alors, de quels autres mouvements, de quels autres artistes de cette période-là, en France ou ailleurs, est-ce que tu étais proche? Avec lesquels est-ce que tu as développé des liens amicaux, Bah, professionnels et artistiques? alors, moi, j'aimais beaucoup Hervé Di Rosa déjà à l'époque. C'est-à-dire que Hervé, il arrivait, d'une certaine façon, il avait 2 ans de plus que nous, et je crois qu'il avait aussi probablement un enjeu différent. On n'était pas de la même classe sociale, et probablement que la punkitude d'Hervé et son rapport entre Sète et Paris, et le fait qu'il arrive à faire son projet et le maintenir, le rendait extrêmement attentif et exemplaire. Donc, c'était pour moi, il y avait Hervé et puis François Boiron qui étaient 2 figures qui étaient ouvertes et avec lesquelles on parlait. C'était quand même des aînés, hein, ils avaient 3-4 ans de plus que nous et ils nous parlaient avec sympathie. Il y avait ça, il y avait 10-10 dont à l'époque, j'avais découvert le supermarché, quand même, c'était génial. Ils avaient fait un supermarché de l'art dans lequel les œuvres étaient des petites œuvres peintes qu'on achetait pour 10 francs, pour 15 francs. Il y avait le prix qui était marqué sur l'œuvre. Alors, Dix, en fait, c'est un groupe qui réunit 2 artistes, Roman Napoli et De Jones, également des pseudos. Et ces 2 artistes ont travaillé, je dirais, sur une étude post-marxiste. Donc, leurs œuvres peintes, elles valaient, comme le dit Stéphane, 1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs. En fait, elles valaient la valeur de la marchandise qu'elles représentaient. Donc, un brin de muguet se payait 1 franc, une bouteille de coca se payait 2 francs. Mais s'ils peignaient la Joconde, ils le vendaient 5 millions de francs. C'était en francs à l'époque et ils ne l'ont jamais vendu. Il y avait aussi les musulmans fumants, desquels on était très proches, hein, qu'on voyait régulièrement, qui venaient à l'atelier. Il y avait aussi d'autres personnes qui ne sont pas dans l'exposition, mais qui ont vraiment compté pour nous, qui étaient Bazooka, hein, Lulu, Kiki et Loulou, avec lesquels on a travaillé, Olivia Clavel, bien sûr. Et ça qui était aussi des proches, hein, ils venaient à l'atelier, on les rencontrait, on les a même invités sur des expositions. C'est des aînés. Ouais. Oui. Ça, je pense qu'à 20 ans, ça fait quand même une sacrée différence. Et ouais, mais on avait beaucoup d'admiration pour eux. Il y a une femme qu'on a oubliée en peinture, mais qu'on n'a pas oubliée en photo, qui s'appelait Alexandra Boula, qui était une très proche amie de Nina. C'est Nina qui l'avait ramenée et qui faisait à l'époque une peinture de très bonne qualité. Elle a fait quelques affichages, mais rapidement, elle a abandonné la peinture pour devenir photographe de reportage. Et après, elle a fait une carrière que l'on connaît comme photographe. Et alors, si on parlait des peintres américains ou européens, est-ce que tu avais d'autres liens amicaux et particuliers? Pas automatiquement, d'ailleurs, dans les livres de figuration. Alors, il y a Kenny Scharf qu'on aimait vraiment beaucoup. Hein. Ça revenait quand même assez souvent. Naturellement, Kissaring, avec lequel on a travaillé. Basquiat, que l'on a côtoyé sans avoir travaillé avec lui. Moi, j'étais assez stupéfait par l'énergie et l'organisation du travail de Jean-Michel Basquiat. Mais il y avait d'autres personnes qu'on a rencontrées dans l'environnement de Tony Chaffrazy, parce que l'environnement de Tony Chaffrazy était… on va en parler, tu vas nous en parler. Je t'interromps justement 30 secondes pour faire le lien. Donc, quand on parle de Tony Chaffrazy, on parle d'une exposition en 1985 à New York, dans la galerie qui est la galerie de Kessaring, où expose également Jean-Michel Basquiat, de celui qui va devenir un des plus grands marchands de la planète, Tony Chaffrazy, qui est aussi presque une star en lui-même et qui était très proche d'Andy Warhol, dont il a été également le marchand. Donc, vous allez aller à New York et là, tu vas rencontrer toute cette scène dont les artistes dont il nous parle. Alors, en réalité, c'est une chose que si je suis devenu artiste, il y a plein de raisons. C'est-à-dire que je suis devenu artiste par curiosité, c'est-à-dire que le fait de travailler, de penser les formes et leur présentation permet d'accéder à des questions philosophiques magnifiques, hein, qui sont de l'ordre de la cosmologie, du savoir, de l'épistémologie, enfin plein
plein de choses qui permettent de mieux comprendre le monde, et aussi l'ennui. Parce que avant d'arriver au Maximilien Vox, j'étais dans des lycées extrêmement ennuyeux. C'était horrible. Horrible parce qu'il y avait une vision du monde qui était un peu étroite, dans lequel on serait éventuellement destiné à travailler dans la publicité ou peut-être même rater sa vie, parce qu'on nous parlait aussi de rater sa vie en étant artiste ou en ayant des capacités de dessin et n'ayant pas les capacités traditionnelles du bon élève. Et donc, je tombais sur Artpress, j'allais au musée d'art moderne, il y avait les ateliers de l'Arc qui étaient magnifiques. Il y avait déjà des expositions organisées par un homme qui aura eu des conséquences sur les Ripoulins, qu'il ne faut pas oublier, qui est Jean-Louis Pradel, qui va me conseiller d'aller rencontrer Jean Faucheur. C'est quand même lui qui me pousse à rencontrer Claude Costa, Baugès et Faucheur. Et puis d'autres. Donc, Jean-Louis Pradel qui fait des super belles expositions au musée d'art moderne, et puis les dames Suzanne Paget et Laurence Bossé, voilà, qui font des expositions magnifiques. Hein, c'est un lieu d'expérimentation depuis les années 70. Et là, moi, je vois ça à 15-16 ans et je me dis, mais c'est quand même magnifique. C'est quand même la liberté. Rencontrer les demeures d'Étienne Martin, jouer au flipper avec les installations de Malaval et de Maraval. C'est absolument magnifique. C'est passionnant. Et donc, ça me permet d'imaginer le monde autrement. Et puis rencontrer aussi au musée d'art moderne à côté les cubistes analytiques, les artistes russes et toutes ces choses-là. Ça sort complètement de la bêtise dans laquelle on peut être. Et donc, en sortant, New York, et là, tu rencontres Warhol. Voilà. Et donc, moi, je regardais Artpress, et puis je voyais Warhol. Puis je voyais plein de gens, je me disais, il y a plein de choses passionnantes, mais c'est ailleurs, et comment y aller? Et je rêvais un jour d'y aller, jusqu'au jour où il y a les Ripoulins qui existent, et Tony Chafrazy, grâce à Agnès B, nous propose d'aller à New York pour une exposition de groupe. Et ça, pour un type de 22 ans, c'est quand même absolument inimaginable. Et c'est là où je vais rencontrer la scène new-yorkaise qui elle, était déjà extrêmement confortable. Elle était extrêmement solide. Il ne faut pas oublier que Léo Castelli travaillait depuis une vingtaine d'années déjà sur l'art moderne et sur des artistes dont les carrières sont solidement promues et bien organisées. Et donc, et là, on rencontre tout le monde. On rencontre Andy Warhol. Moi, je vais aller plusieurs fois à la Factory, malgré mon anglais qui était un peu minable à l'époque. Mais j'étais absolument stupéfait. Et je vais rencontrer Donald Bechler, Brett De Palma, Ronnie Cutroni, qui était un des membres du Velvet Underground. Il était danseur au Velvet Underground. Et bien tout ça, ça permet de nous propulser en termes intellectuels surtout, par rapport à la création. Tout ça au milieu du CBGB, donc des clubs où on peut entendre la musique qu'on admirait. Par exemple, Kenny Scharf était lié aux B-52s. Les B-52s, c'était un groupe de science-fiction avec une vraie posture très inventive musicalement, mais qui aussi avait un look absolument formidable avec deux chanteuses, 3 musiciens. Et c'était, voilà, on rencontre tous ces gens-là, on rencontre David Byrne. Et le vernissage des Ripoulins à New York se passe à l'AREA, qui était le club dans lequel il fallait aller, mais c'était un club absolument magnifique puisque il changeait de décor tous les mois. Et les décors, c'était des dioramas, comme au musée d'histoire naturelle de New York. Donc, mais le diorama, qu'est-ce que c'était? C'était Adam et Ève dans le lit, Adam et Ève autour de la pomme, ou des choses comme ça. Il y avait des vraies scènes avec des vrais acteurs, et on regardait ça fasciné. Donc, si vous voulez, à cette époque-là, il y avait probablement beaucoup d'argent. Il y avait aussi une vraie volonté de fabriquer de fabriquer un événement, mais qui soit réellement vécu. Donc, on rencontrait Grace Jones, David Byrne, je le disais, et puis plein d'autres gens. C'était un observatoire absolument magnifique. Samantha McEwen aussi, qui est dans l'exposition? Bien sûr. Mais j'avais un peu moins. Elle était très sérieuse, Samantha. Elle nous regardait un peu comme ça, avec un air de jeune femme qui regarde des trublions. Donc, je n'osais pas trop
voilà, je n'osais pas trop l'embêter. Alors, avant de parler d'aujourd'hui, enfin du lien entre hier et aujourd'hui, pour terminer sur New York, il y a une petite anecdote que tu nous racontes souvent et qui t'a valu des moments assez amusants devant les tribunaux, c'est que vous aviez décidé de faire un affichage Ah ouais. sauvage dans Central Park et qu'à Paris, ce qui pouvait peut-être passer, passe un petit peu moins dans la société anglo-saxonne. Ah oui, c'était clair. Alors, on était probablement en janvier, je crois. Il faisait très froid et on décide de faire un affichage. Il ne faut pas oublier que New York, à l'époque, est une ville qui sortait de la banqueroute. Elle était en train de se reconstruire. Le quartier de Soho dans lequel nous étions, Mercer Street, c'était là où il y avait la galerie de Tony Shafrazi, était encore dans un quartier pourri dans lequel il y avait encore des possibilités de faire des choses. Mais je ne sais pas par quelle hallucination mes camarades décident d'aller uptown, c'est-à-dire au nord, plutôt du côté du quartier, des quartiers chics, etc. Mais je leur dis, mais on ne peut pas, ça ne sert à rien. À l'époque, on se trimballait notre échelle, la colle et tout le bazar. On part à 4-5, les autres avec leur look inévitable parce que de toute façon, même en hiver et sous la neige, ils gardaient leur blouson. Et donc, on remonte et puis ça devient de plus en plus difficile. On voit des parkings, mais les parkings, ils sont tous occupés. Il y a des zones de parking dans lesquelles il n'y a pas de construction. Mais en même temps, il y a toujours un mec qui est en train de surveiller. Parce que partout, il y a un type qui est en train de surveiller. Et puis, on arrive à Central Park. Voilà, je leur dis, écoutez, on est vraiment trop cons, là. On se retrouve avec tout le matériel. Il va falloir s'en débarrasser du matériel. On ne va pas redescendre comme ça, comme des pleutres. Il faut coller. Et là, on voit une maison qui était couverte de graffitis, avec des graffitis sur le toit. Alors, je dis, s'il y a des graffitis sur le toit, c'est que ça doit être possible. Allez, on va coller là-haut. Alors, on colle sur le toit, ce qui n'était pas une très, très bonne idée d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel, c'était assez minable. Mais voilà, on le fait parce que de toute façon, fallait le faire. Et là, il y a naturellement les gardes forestiers qui arrivent, ils disent, qui est le responsable de ce truc-là? À l'époque, j'étais le seul dans le groupe à parler l'anglais, donc high tech in charge. C'était pas une bonne idée. Bon, tu vas au poste. Alors, je vais au poste de Central Park qui était très, très joli. C'était un tout petit poste, très tranquille. Il n'y avait pas de grands criminels. C'était pas comme Brooklyn et tout ça. On regarde mon passeport, on prend mes empreintes digitales. Et puis, je vois que j'entends quand même dans la discussion qu'il est question de m'emmener au central de Brooklyn. Je leur dis, oh non, 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 pas le central de Brooklyn. C'est-à-dire qu'à l'époque, les choses se faisaient encore à la bonne franquette. Ils me regardent comme ça, ils voient que je suis quand même pas extrêmement dangereux. Et ils me disent, rendez-vous à Central Street dans une semaine et demie. Alors, on a eu une presse absolument lamentable là-dessus. C'était un tout petit article dans le New York Post que j'ai appris qui était torchon local. Et là-dessus, Graffiti Artist is a Vandal. Ça n'arrangeait pas Tony, mais j'étais bien ennuyé d'avoir ce truc-là. J'avais quand même parlé aux journalistes parce qu'à l'époque, j'étais un peu innocent. Des choses à pas faire. Et donc, je vais au tribunal. Et là, au tribunal, je me retrouve avec tous les gangs. Il y a des gangs devant, des gangs derrière, et ils disent, c'est fou de Français qui collent des affiches, c'est vachement bien. Alors moi, je suis très, très fier quand même, j'ai un peu le respect des gangs. Et à un moment, on me demande de passer il y a un type gentil qui m'avait parlé tout juste avant le procès, procès. Il m'avait parlé gentiment, il dit, est-ce que vous êtes d'accord pour retirer l'affiche? Moi, je dis oui, évidemment, on va tout retirer, on met tout au propre, et puis c'est bon, et puis on s'entend comme ça. Et à un moment, le juge me prononce mon patronyme de façon imprononçable, mais j'arrive à comprendre. Je m'amène, il me dit, est-ce que vous avez un avocat? Et je dis, oui, c'est l'homme qui est à ma droite. Et non, tout le monde sait qu'à droite, là, dans ce cas-là, dans le tribunal, c'est le plaignant. J'ai confondu l'avocat et le plaignant. Naturellement, tout le monde se met à rire. Le juge me regarde gentiment, il me dit, Stéphane, est-ce que vous voulez retirer l'affiche? Je dis, oui, évidemment, je me suis engagé auprès de cet homme-là à faire le truc. Et puis alors, on y est retourné 2 jours après. Et là, l'administration de Central Park nous a proposé de faire des trucs ultérieurement. Voilà. Donc, c'était une époque extrêmement plus décontractée que celle qu'on a eue après 2001. Voilà, donc c'était… Oui, c'est une jolie anecdote. Et donc, après, surtout, ils vous ont proposé de faire des choses. Voilà. Mais bon, on n'a pas trop profité, on est allé le voir, etc. Mais c'était le bon moyen de créer des énergies positives. Ça, c'était vraiment, vraiment bien.
Et après, je suis retourné à New York chez Donald Bechler, qui me prêtait son atelier quand il partait à l'étranger, parce qu'il travaillait beaucoup, beaucoup avec l'Allemagne. Et là, j'ai pu aussi continuer à travailler les contacts avec les collectionneurs américains et continuer de bosser sérieusement. Et là, c'était déjà le début de la fin du groupe, hein, une sorte d'autonomie où le groupe va se déliter progressivement. Voilà. Donc là, on va en venir à ce que tu fais aujourd'hui, enfin à ce que tu fais depuis toujours de toute manière. On l'a vu avec les petits bonhommes sous acide ou les petits bonhommes psychédéliques. Il y a un élément de science qui intervient de ta curiosité pour les sciences. Je vais citer deux, trois petites phrases qui définissent le tout et qui partent de tes écrits et de tes carnets. On pourrait parler de ma peinture comme d'une forme poétique à destinée philosophique, qui est une très belle phrase. Ta peinture qui a toujours des titres, il faut insister là-dessus, c'est important, ça raconte des histoires. À un moment, tu dis, il faut qu'il y ait une tension, une histoire. L'histoire, je me la raconte pendant et après. C'est toujours lié à des lectures et à des mouvements de forme. Et tu dis aussi, et on le voit très bien derrière toi, les maths, je les rêve de façon libre pour rêver nos outils cognitifs. Voilà, donc je vais te laisser nous parler un petit peu de toutes ces séries qui, depuis les années 90, mais qui ne sont de toute manière qu'un long continuum, comme le travail de tous les artistes que tu développes depuis hier et aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que je m'étais rendu compte assez jeune qu'il y avait un certain nombre de savoirs qui étaient censés appartenir qu'aux universitaires et aux gens intelligents, en gros. J'avais Alors donc, je m'apercevais que les bibliothèques, c'était des endroits assez paisibles dans lesquels on pouvait réfléchir. Et pour autant, moi, j'étais mauvais à l'école. J'étais vraiment comme, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés par rapport aux questions qui m'étaient posées et j'avais des difficultés par rapport aux questions que je posais qui ne trouvaient pas de réponse. Et le seul moyen pour moi d'appréhender le monde, finalement, c'était le dessin. Et très rapidement, dans les années 70, je me suis rendu compte quand même au cours de mes recherches, en découvrant Nicolas Schoeffer et d'autres modernistes, ou Yannick Zenaki avec son diatope qui était à Beaubourg en 76, hein, tout au début de Beaubourg, que les dessins et les mathématiques pouvaient être liés. Alors je commence à faire des investigations et je m'aperçois qu'il y avait aussi des mathématiques pour décrire des nuages. Et après, il y avait des mathématiques pour décrire des états psychiques. Donc, je vais vous passer, enfin, globalement, c'est des choses qui s'appelleraient la théorie des catastrophes ou les fractales, etc. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est des choses absolument magnifiques. En gros, ce sont des choses qui se donnent visuellement avant de se comprendre intellectuellement. Ce sont des concepts sensibles. Ce sont des concepts presque émotionnels. C'est des concepts qu'on peut toucher du doigt. Si vous allez, par exemple, à l'Institut Poincaré, vous voyez bien toutes les formes qui ont fasciné Man Ray dans les années 30 pour les surréalistes, avec toutes ces formes étranges, des géodésiques. Et donc, conscient de ça, je me suis dit qu'il fallait continuer de faire ces investigations, surtout que les outils numériques commençaient à apparaître pour ma génération. Il ne faut pas oublier qu'aux Arts Déco, si on a bénéficié d'une grande liberté, il y avait aussi Jean-Louis Pradel, dont j'ai parlé, mais il y avait un type très très bien qui s'appelait Don Foresta, qui a introduit Bill Viola et Dan Graham en France, Nam June Paik et Woody et Stena Vasulka. C'est-à-dire qu'on était des jeunes gens dans une école supérieure qui pouvaient voir des choses que personne d'autre ne voyait en France. On avait cette chose-là, ça nous était donné. Et là, ça fait rêver parce que tout de suite, on va voir le monde. On voyait déjà la 3D apparaître ou des choses comme ça. Et donc, ça pouvait avoir des conséquences absolument énormes sur mon appréhension du monde. Il y a ton chat qui est en train de nous raconter des histoires. Ouais, chat, je crois qu'il a été nourri. C'est assez drôle parce que Criki, la dernière fois, on était à peu près dans le même schéma. Désolé, les enfants, je peux encore les gronder, mais les chats, c'est pas possible. Et alors, les chats sont des anarchistes. Viens. Et alors, donc, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça a procuré une énergie colossale, parce que c'est une énergie cognitive. Et là, le rapport à la peinture devient un rapport expérimental avec des formes qui vont se mettre à jouer ensemble. C'est des choses qui ont été déjà énoncées
70 ans ou 80 ans auparavant. Mais là, on a des nouveaux outils. On a Fais-les-nous défiler parce qu'il nous reste 2-3 petites minutes que derrière, on voit voilà, un peu. Voilà. bon, par exemple, ça. Par exemple, là, c'est bon, des affichages avec des panneaux d'affichage sur magnétique dans lequel on peut modifier tout le temps ce que l'on fait. Hein, c'est même inviter le public à démolir l'œuvre et on réimprime parce que l'œuvre, elle peut être imprimée, donc elle peut être déchirée, on peut lui coller des coups de cutter et tout ça, c'est passionnant. Ensuite, voilà, il y a un travail énorme que j'ai fait sur les carnets de croquis aussi. Ça, c'est très, très important, car les carnets de croquis permettent de se concentrer de façon extrêmement subtile et délicate sur les concepts qui sont mis à l'œuvre, avec les liens poétiques nécessaires. Parce que s'il y a aussi un autre enjeu actuellement, c'est probablement la question de la poésie et des langages que l'on invente, de façon à échapper au langage commun du libéralisme, si j'ose dire, où voilà, un certain nombre de codes, de mythologie. Et là, la poésie probablement va donner une suite à la science-fiction. Là, par exemple, ça, c'est les travaux que... Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, vous pouvez voir. Donc ça, ce sont deux peintures analogiques, à gauche et à droite, et au milieu, c'est une peinture digitale qui est le calcul moyen des deux autres peintures. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une peinture qui est non faite de main d'homme, qui est calculée, mais à partir d'une peinture de main d'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on la regarde, elle a des propriétés matérielles semblables à celles des peintures adjacentes. Donc, on se retrouve avec des choses qui sont des moyens qui sont absolument bouleversants et qui font suite aux questions que pouvait poser Duchamp avec le grand verre en particulier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci Pascal et à très très bientôt. Et à bientôt. Et merci de nous avoir écoutés.